Bonjour, bienvenue sur cette deuxième vidéo qui va concerner Planet Watch et je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce que l'on trouve en fait dans le white paper de Planet Watch. C'est un document qui est vraiment bien fait que je vous invite à lire, mais clairement ça peut être un peu long et c'est pas toujours accessible, donc je vais essayer de rendre ça un peu plus intelligible. Et donc dans cette seconde vidéo, je vais entre autres vous parler des types de capteurs et des licences et du système de capteurs et licences pour un peu mieux comprendre ça pour ceux qui veulent rentrer dans le game de Planet Watch. Donc comme je vous ai dit, il y a différents types de capteurs qui existent, différentes catégories, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, il y a des types 1, des types 2, des types 3 et des types 4. Et ces capteurs, eh bien en fait, sont des capteurs qui vont fonctionner différemment. Entre autres, ils vont amener une qualité de données qui ne va pas être la même. Et donc c'est pour ça qu'ils vont avoir des rewards qui sont différents les uns des autres. Alors, les types 4, eh bien, ce sont les capteurs les plus basiques, les plus simples, qui sont du domaine de B2C, l'électronique consumer, du consumer électronique, pardon, c'est-à-dire finalement quelque chose que vous pourriez acheter pour chez vous, pour mettre dans votre salon. Et c'est vraiment ce type de matos qui est utilisé. Je vous rappelle que sur Planet Watch, on n'a pas de matériel qui soit vraiment spécifique Planet Watch. On trouve du matériel que vous pourriez acheter à un usage personnel ou un usage entreprise éventuellement, sauf qu'ils vont être intégrés de façon à ce que les données remontent tous ensemble et qu'on se fasse une énorme base de données commune avec ces données de qualité d'air aujourd'hui, de façon à ce qu'on puisse créer de la valeur autour de ça. Alors, les types 4, c'est des types qui sont assez simples, qui du coup sont des matériels qui coûtent pas très cher, parce qu'ils sont à peu près autour de 200 € globalement. Et c'est des appareils qui sont faits pour être installés à la maison ou connectés à un téléphone. Donc dans cette catégorie de matériel, aujourd'hui, il y a deux devices qui existent. Il y a le Airway et un autre de l'Atmotube, qui sont des devices qui sont compatibles. Il y en aura sans doute d'autres demain. Je ne vous cache pas que, comme d'habitude, dans ces cas-là, eh bien, on se retrouve tout de suite à avoir des délais assez importants sur l'approvisionnement de ce matériel, puisqu'il y a une demande qui est aujourd'hui assez forte. Toutefois, ça reste encore raisonnable par rapport à ce qu'on peut connaître sur Helium. Donc, je dirais aujourd'hui, pas trop tard, mais MEF quand même. Donc on a deux matériels qui existent. On va avoir donc l'Atmotube. L'Atmotube, il faut savoir que c'est un système qui va fonctionner avec du Bluetooth, ce qui veut dire qu'il va y avoir une liaison avec un téléphone portable pour remonter les informations. Et dans le cas de Planet Watch, il est important que l'on récupère des informations en continu, puisque bien sûr, les rewards sont associés à chaque fois que l'on remonte des informations. Donc si vous remontez les informations que 2 heures par jour, bah forcément, vous n'aurez pas la totalité des rewards possibles. Il faut donc en continu être branché. Ça, c'est une certaine complexité avec l'Atmotube, parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps être à proximité d'un téléphone. Donc deux solutions aujourd'hui, soit cet équipement vous l'attachez sur votre sac à dos et vous promenez avec, comme ça vous êtes toujours à proximité et vous remontez des informations mais d'un droit tout à fait différent. Donc je ne sais pas exactement comment le système gère ça, mais ça peut être, voilà, en tout cas c'est une information à avoir, qu'il va falloir le promener avec soi. Il y a une autre solution qui fonctionne aussi à condition d'avoir un téléphone un peu ancien qui traîne et qui ne sert plus. Eh bien vous pouvez tout simplement brancher un téléphone à proximité, téléphone lui-même branché en Wi-Fi à la maison et donc remonter les informations par ce biais en continu. Moi, c'est le setup que je vais plutôt privilégier dans mon cas parce que je trouve ça plus intéressant de remonter les informations d'un lieu donné et de les remonter en continu. Mais il faut avoir un téléphone ou sinon il faut se procurer un téléphone d'occasion qui pourra fonctionner dans ce mode-là. C'est du Bluetooth classique, low energy, donc il y a quand même aujourd'hui beaucoup de téléphones sur le marché qui vont fonctionner correctement dans cette configuration-là. Le Aware, lui, est un système qui fonctionne avec le Wi-Fi, donc il va être beaucoup plus simple à déployer, puisqu'on va simplement le brancher électriquement à la maison, et puis le connecter au réseau Wi-Fi de la maison. Et à partir de ce moment-là, il va remonter les informations. Le Aware, il faut savoir que pour l'instant, il n'est pas encore insérable sur la chaîne, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le matériel, mais l'intégration n'est pas encore faite, et a priori, ce n'est que fin septembre que l'on pourra gagner des tokens en remontant les données avec un Aware, alors qu'aujourd'hui on peut déjà s'en servir, hein. Moi j'en ai reçu un, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, il est installé chez moi et il mesure des informations. Il ne rapporte absolument aucune planète, mais il me permet d'avoir sur mon téléphone des informations sur la qualité de l'air, ce qui, mine de rien, n'est pas inintéressant, en tout cas à regarder. On apprend plein de trucs bien avec ça. Donc ça, c'était pour les types 4. Il y aura d'autres types 4 sans doute qui vont être validés, qui vont arriver. Là, il faut suivre les actualités sur Planet Watch pour les connaître. Et puis après, on va avoir les types 3. Donc les types 3 vont être du matériel qui va être un peu plus costaud que le type 4, mais qui reste un matériel un peu classique. Donc c'est plutôt du matériel, on va dire, semi-professionnel, fait pour être installé par exemple dans des entreprises. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un type 3 qui est identifié, mais très peu sont déployés. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je ne les ai pas trop étudiés. Le type 2 va être un équipement qui va pouvoir s'installer à l'extérieur
Et cet équipement à l'extérieur va remonter aussi des informations qui sont un peu plus précises, mais moins que ce que fera le type 1. Le type 1, on va trouver un produit qui aujourd'hui s'appelle l'Arquino, si je ne me trompe pas, qui va être un produit complètement autonome, donc qui non seulement a des capteurs qui sont plutôt de haute précision, mais qui en plus va être relié au réseau finalement par la 3G, de façon à être totalement autonome. Il faudra malgré tout quand même de l'électricité bien entendu pour fonctionner, mais il va remonter ensuite des informations en continu sans avoir besoin de se connecter à l'internet de la maison ou un téléphone. Donc là on est dans un matos qui est un petit peu plus professionnel, avec un prix aussi qui va être plus élevé, puisque c'est un matériel qui coûte 1600 € hors taxe sur le site. J'ai un petit doute sur leur taxe, je crois que c'était TTC, pardon. Ce matériel, l'Arquino, n'est pas encore disponible. Il y a des batchs aujourd'hui qui sont en production, et de ce que j'ai compris, c'est plutôt du novembre-décembre, grosso modo, pour être livré. Il faut savoir que dans le cas des types 4, en fait, vous pouvez directement commander le matériel. Il peut être disponible, par exemple, sur Amazon. Dans ce cas, vous allez le recevoir, et puis, par la suite, vous allez l'intégrer sur la chaîne en achetant une licence en Planète qui va vous permettre de faire cette intégration-là. Dans le cas des types 1, comme on est sur du matériel où la production est plus limitée et la disponibilité moindre aujourd'hui, on ne peut pas directement acheter le matériel. En fait, il faut acheter d'abord la licence, et une fois qu'on a la licence, ça nous met en file d'attente pour pouvoir ensuite acquérir le matériel lorsqu'il va être disponible. Donc vous voyez qu'on a ces modes-là qui sont assez différents, donc il faut faire un choix en fait quand on veut rentrer sur Planète en fonction de ce que l'on veut investir pour partir plutôt sur du type 4, un peu plus classique, ainsi de suite, ou partir sur du type 1. Bien entendu, les types 1 qui ont un coût d'investissement plus élevé rapportent plus de planètes par jour que les types 4 qui ont un coût d'entrée qui est moindre. Vous ferez votre calcul de rentabilité pour voir ce qui est le plus intéressant, ça je vous laisse mettre de cette partie-là. On va dire que l'objectif quand même c'est qu'on ait quelque chose qui soit à peu près équilibré entre les différents types. Alors après, ça c'était pour les types. Donc on a 4 types différents, mais il faut savoir que ces types de capteurs, on va les déployer dans des endroits qui sont aussi différents. Et ces endroits, ils sont classés en 2 catégories, les tiers 1 et les tiers 2. Pour faire simple, le tiers 1, c'est là où il y a une forte densité de population et c'est basé sur une cartographie qui vient de la communauté européenne et qui définit des zones en fonction de la densité de population. Donc les tiers 1 vont correspondre à ces fortes densités, les tiers 2, c'est le reste, grosso modo. L'idée, c'est qu'en fait, comme on est plus intéressé par les données là où il y a beaucoup de population, eh bien, on va avoir plus de rewards si on se positionne sur un tiers 1 que sur un tiers 2. Ça, c'est valable uniquement pour les devices qui sont de type 1 ou de type 2, c'est-à-dire pour les hauts de gamme. Pour ce qui est des types 3 et les types 4, on peut les déployer n'importe où sans avoir à se soucier de la zone géographique. Donc, vous voyez, ça devient un petit peu compliqué parce qu'on a des types de capteurs, on a aussi des tiers qui correspondent à de la géographie, et on a des rewards qui sont différents entre les capteurs et la géographie. Alors ça, c'est pas le seul truc qui soit compliqué, il y en a d'autres, des choses qui sont un peu compliquées à assimiler. C'est par exemple la notion de capping. Alors, dans le white paper, vous verrez qu'en fonction du type de capteur, vous avez un certain nombre de rewards. Attention, ces rewards ne sont pas des rewards garantis. C'est-à-dire, quelque part, ça, c'est un reward maximum. Il faut le lire comme ça. Et c'est un reward maximum que l'on va obtenir tant que le nombre de capteurs dans cette catégorie-là ou dans cette catégorie tiers-là est inférieur à un capping. Donc le capping, c'est un nombre maximum de capteurs pour une catégorie donnée. Ça veut dire que tant qu'on est inférieur au nombre de capteurs qui est indiqué dans le capping, on va toucher l'intégralité des planètes qui est indiquée correspondant à cette partie-là. Par contre, eh bien, lorsque le nombre de capteurs aura dépassé le capping, eh bien, dans ce cas-là, en fait, on va diminuer le nombre de planètes, puisqu'on va partager finalement l'ensemble des rewards qui étaient affectés à cette catégorie-là, c'est-à-dire la catégorie, c'est le croisement entre le tiers, c'est-à-dire la zone géographique, et le type de capteur. Donc on va faire un pool de tokens qui sont distribués tous les mois ou tous les jours pour cet ensemble-là. Et bien, si on dépasse le capping, c'est ce même pool qu'on va diviser par le nombre de devices qui ont été déployés. Donc attention à ça dans les calculs parce que ça va avoir une incidence importante. Et attention aussi parce que lorsque le capping n'est pas entièrement distribué, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on n'a pas autant de capteurs que ce qu'il y a dans le capping, eh bien aujourd'hui tout ce qui n'est pas distribué va dans une recycle bin, c'est en gros une corbeille à recyclage, d'accord, et va pouvoir ensuite être utilisé pour aller rajouter et compenser ce qui est perdu par le capping. Donc pendant, on va dire, une fois que le nombre de capteurs maximal du capping est atteint, on va continuer à conserver les tokens maximum jusqu'à ce que le recycle bin soit vide. Et à ce moment-là,
bam, on va avoir la division. Donc attention, parce que il va y avoir cet effet-là, à un moment, de diminution très forte du nombre de planètes à partir du moment où la recycle bin va être vide. Bon, ça c'est juste pour, voilà, si vous faites des calculs de renta ou autre, prenez en compte cet élément-là qui est quand même assez important, puisque aujourd'hui on n'est pas encore au niveau des cappings, donc pour l'instant on est plutôt pas mal, mais d'ici à ce que le matériel arrive, et ainsi de suite, on va vraiment se rapprocher des cappings. Et il y a un moment où on va se retrouver à ce capping, je pense assez vite vu la croissance du projet, et donc il faudra anticiper cette partie-là. Voilà. Bon, bien sûr, il faut aussi prendre en compte la valeur du cours pour arriver à s'en sortir, et là-dessus, la valeur du cours, elle est en train de grimper très fortement. Moi, je mets une petite attention, et je préfère le dire, moi, clairement, alors je ne vais pas dire que ce projet est une Ponzi, parce que je crois vraiment dans la finalité du projet, et ainsi de suite, il y a vraiment un objectif économique derrière, mais très clairement, aujourd'hui, le cours est dans une valorisation importante, parce que tous les nouveaux entrants achètent des planètes pour avoir des licences, ou vont acheter des planètes pour acheter les types 1. Ça, c'était ce qu'on a reçu comme information aujourd'hui, c'est que les types 1 vont s'acheter en planètes, ce qui, à mon sens, n'a pas vraiment de sens économique, puisque derrière, il faut du vrai dollar et du vrai euro pour produire le matériel. Donc ça aurait été très logique de les acheter en euros. On nous demande de les acheter en planètes, et ça, mécaniquement, ça va gonfler le cours du planète, parce que ça fait une masse monétaire qu'on est obligé d'investir dans le token. Avec aujourd'hui une supply de tokens qui n'est pas énorme, puisqu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup sur le marché de membres dans la chaîne, et donc ça a un effet de croissance qui est lié à cette économie qu'on est en train de créer. Et en fait, finalement, c'est les nouveaux arrivants qui rajoutent de l'argent dans le système. C'est pour ça que je dis c'est un peu Ponzi-like, même si c'est pas le principe d'une Ponzi, encore une fois. Mais voilà. Donc moi, j'attire un peu l'attention là-dessus, ceux qui se lancent dans le projet. Faites attention à cet effet-là. Moi, je serais rassuré quand on aura un vrai effet qui sera un effet de spéculation, c'est-à-dire quand des gens vont venir acheter du token, non pas pour rentrer dans le système, mais parce qu'ils croient dans la valorisation du token à l'avenir. Ça me rassurera déjà pas mal, voilà, de ne pas réalimenter la valorisation principalement par les gens qui rentrent dans le sujet. Bon, je ferme ma petite parenthèse warning, parce que j'avoue que j'étais un peu surpris ce matin de voir que les types 1 allaient être en planète. Voilà, ça me paraît pas cohérent. Autant les licences en planète, ça a vraiment du sens, autant le hardware en planète, je trouve que ça pourrait être une option, mais ça ne devrait pas être une obligation, parce qu'économiquement, dans les mécanismes de la chaîne, ça me semble voilà, pas être très positif. Bon, je ferme ma parenthèse sur ce sujet-là. Vous connaissez mon avis là-dessus. Donc, pour clôturer un peu, donc je vais essayer de résumer. On a donc 4 types de devices, type 1 à type 4, qui correspondent à des qualités de devices différentes. On a des zones géographiques qui sont tiers 1, tiers 2, qui correspondent à des densités de population. Et on va avoir ensuite un capping, c'est-à-dire finalement un nombre de tokens maximum qui va être distribué pour chacun des croisements entre la zone géographique et le type, en tout cas pour les types 1 et 2. Et donc ça fait des sous-groupes qui vont permettre de distribuer les planètes. Et on a ce système de recycle bin qui permet de récupérer tout ce qui n'a pas été donné dans ces cappings-là pour le resservir un peu plus tard, jusqu'au moment où il y a suffisamment de monde et ça a tout été distribué, et du coup le cours descend. Donc il faut prendre tout ça en compte pour bien choisir le type de device qu'on veut déployer. C'est la petite difficulté du système. Et puis ensuite, ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous lancer là-dedans. Je vous ai dit, donc il y a une partie de licence, j'en ai un peu parlé dans la première vidéo, c'est assez important. Pour rentrer dans la chaîne, on va payer une licence. C'est un système finalement pour ceux qui ont fait de l'hélium comme moi, qui n'est pas hyper surprenant, parce qu'il y a déjà ce système-là de coût d'insertion dans la chaîne quand on est sur Helium, mais qui est pris en charge par les fournisseurs de matériel, alors que là, vous devez le traiter vous-même. Ça ajoute cette petite complexité, mais ça rend le système quand même tout à fait accessible. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo quelles sont les étapes par lesquelles on peut passer pour arriver à obtenir des planètes et donc acheter ces licences. Donc les licences type 3, type 4, on peut à mon sens les acheter au dernier moment. Les licences type 1, type 2, il faut les acheter pour faire du pré-order finalement, pour être sûr d'avoir accès au matériel à ce jour. Voilà, les licences peuvent s'acheter pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. Personnellement, je n'ai pas compris l'intérêt de les acheter au-delà d'1 an, puisque a priori, on peut espérer que le cours du planète va fortement augmenter d'ici à l'année prochaine. Et donc, à mon sens, il est plus intéressant de mettre 20 balles dans du planète aujourd'hui et attendre 1 an pour acheter la deuxième année, plutôt que d'aller acheter directement 2 ans avec les mêmes planètes dès aujourd'hui. Voilà, mais bon, après, ça marche si le cours du planète augmente, mais je dirais quelque part, si on rentre dans le projet, c'est qu'on pense que le cours du planète va augmenter. Si vous pensez tout de suite
qui va diminuer. A priori, c'est que vous ne croyez pas dans le projet. Voilà. Donc la logique des 2 ans, 3 ans me dépasse un peu. Je suis curieux de croiser quelqu'un qui a acheté une licence 3 ans pour qu'il m'explique pourquoi il a fait ce geste. Voilà. Et puis j'espère que sur cette vidéo, vous avez à peu près mieux compris comment ça fonctionne. Je vous invite toujours à lire le white paper parce que c'est quand même lui qui a tous les détails. Et puis dans la prochaine vidéo, je vous explique le parcours du combattant pour arriver à acheter les licences. À très bientôt, ciao!